On va tout de suite commencer par la première séance. Je vais pas faire de présentation très longue de chacun. Je vous laisserai vous présenter. On peut être facilement maladroit en présentant quelqu'un. Donc je préfère que vous présentiez, mais je vais simplement dire un mot. Donc pour cette session qui est le bilan critique du diagnostic. Je suis indiqué comme animateur, mais je suis plutôt gardien du temps parce qu'il faut qu'on fasse attention au temps. Comme je vous ai dit, le déroulé, c'est que chacun intervient une dizaine de minutes, puis on pose des questions. Et on était invité à intervenir dans cet atelier Guillaume Faburet, de Lyon, de l'Université de Lyon, chercheur, Françoise Roussel, urbaniste, Laurent Maté, qui est celui qui a fait le plus de voyages de l'équipe, qui vient de Genève, qui est enseignant, et puis Emmanuel Roux de l'Université de Grenoble. Voilà. Alors, simplement, là c'est moi qui tranche, c'est assez subjectif, mais sur le bilan critique, il me semblait bien de commencer par vous entendre, Emmanuel Roux. Il n'y a pas de, j'allais dire, sentez-vous très libre. Moi, je pensais que vous pourriez déjà nous dire un mot des observatoires. Je pense que c'est... Mais bon, c'est pas nécessairement la seule question, mais voilà. Enfin, j'aurais été curieux de vous entendre aussi sur l'observatoire. Donc, je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et tous. Donc Emmanuel Roux, effectivement, Université Grenoble-Alpes. S'il est fait écho à la question de l'observation territoriale, c'est parce qu'il y a une petite dizaine d'années, j'ai eu le plaisir de pouvoir accompagner à l'époque la DIACT, sous forme de collaboration, et à l'époque la responsable du département des études, Sylvie Espard, m'avait questionné sur quels étaient les objets que tu trouves intéressants à questionner et qui ne le sont pas. Et c'était à l'époque où la data ressortait beaucoup de productions sur la prospective territoriale, sur le développement des petites villes, le débat métropolitain commençait à poindre à l'horizon. Et je lui avais dit, étonnamment, je trouve qu'il y a trop peu de réflexions sur des objets qui me semblent incontournables et d'une évidence telle qu'on ne les questionne pas. C'est le diagnostic de territoire et l'observation territoriale. Et suite à ça, l'année qui a suivi, on a engagé un premier travail qui a commencé donc par l'observation territoriale. Mais pour le dire rapidement, en fait, ce qui me préoccupe et me questionne et m'intéresse tout particulièrement, c'est le rapport donc que l'on opère entre la production de connaissances et l'action territoriale, faisant l'hypothèse que, en tant qu'élu local, je peux me dire que je peux presque faire fi de la production de diagnostics pour faire des choix. Et paradoxalement, en même temps, l'invitation à se saisir de la connaissance territoriale paraît parfois raisonnable pour pouvoir agir pour le bien de tous, même si ce n'est pas toujours très bien compris. Donc du coup, je vous parle dans une position un peu schizophrénique, qui est celle d'un chercheur qui n'est ni partisan du diagnostic, ni détracteur de l'objet, et au risque de devoir à nouveau décevoir Emmanuel Dupont, je lui rappelle que les collectivités territoriales tiennent éminemment à cet objet qui est le diagnostic territorial. On dira pourquoi. C'est la première chose, et par ailleurs, effectivement, comme les fonctions électives locales amènent nécessairement à parler de production et d'information et de connaissances territoriales dans le cadre de PLH, dans le cadre de PLUI aujourd'hui, et ce sont des objets qu'on est amené à mobiliser, utiliser, contribuer à l'élaboration. Donc c'est aussi un peu cette dimension de praticien ou d'usager de l'objet que j'essaie d'avoir. J'ai essayé plus rapidement pour aujourd'hui de tracer à très très grande ligne pour plutôt ouvrir au débat quelques éléments de discussion qui sont associés à un travail
qu'Emmanuel Dupont a eu l'aimabilité de nous confier à l'Université Grenoble-Alpes. Et je remercie aussi Martine Verne d'avoir exhumé ce travail, parce que je pense qu'il est tout à fait contemporain, même si l'idée de diagnostic territorial peut paraître un peu has-been au regard de débats aujourd'hui sur la question du numérique, la question des tiers-lieux, des living labs ou autres objets montants. Donc, je vous propose de dire quelques mots sur la façon dont il me semble que le diagnostic est un rouage nécessaire et important de la production de l'action territoriale. Je ne sais pas qui a la main sur les images, je vous propose de vous faire un petit signe. Voilà. Parce que effectivement le diagnostic territorial, c'est la façon dont on a essayé de le questionner, de dire que comme objet de système de connaissances territoriales, il est empreint nécessairement de valeurs, de référentiels, et on se dira qu'ils sont potentiellement nombreux et qui participent d'une capacité à pouvoir appréhender les dynamiques territoriales. Donc ils disent des choses sur la façon de lire ce qui paraît important, voire ce qui n'est pas important. Ça participe aussi de ce qui est dénommé désormais un élément de l'économie de la connaissance comme participant d'une augmentation territoriale, mais c'est également la question de l'innovation qui est sous-tendue ou sous-jacente à ces débats sur les systèmes de connaissances à même de pouvoir permettre de renouveler l'action publique. Et puis, on l'a dit incidemment, c'est la question des acteurs qui est aussi mobilisée, parce que le diagnostic territorial, s'il peut apparaître comme trop descendant, il vient questionner l'émergence ou l'existence d'acteurs pluriels dont effectivement les contrats globaux de développement, en leur temps, ont permis l'élaboration d'une autre manière de penser le développement, même si depuis, les contrats globaux de développement ont complètement disparu des horizons de l'aura. Voilà, pour des raisons qu'on débattra peut-être ultérieurement. Et donc du coup, derrière la question de la gouvernance, de nouvelles modalités de gouvernance, c'est plus globalement un débat sur la démocratie et sur la capacité à faire ou répondre aux enjeux et aux défis des territoires qui se posent avec les acteurs, lesquels, comment. Donc les diagnostics territoriaux nous parlent de tout ça, nous parlent des enjeux sociétaux, de leur évolution, du rapport aux échelles, aux paradigmes, aux concepts émergents. Donc il y a plusieurs années, une décennie, on parlait que peu de la question de durabilité, et aujourd'hui c'est presque désormais commun. Donc on parlait moins ou pas complètement d'égalité territoriale aujourd'hui, c'est un devoir. On parlait difficilement de l'organisation, de la prise en compte de l'égalité et de la prise en compte des spécificités territoriales. Les contrats globaux parlaient, eux, plutôt des spécificités. Il y a aussi des enjeux éminemment méthodologiques, en termes de démarche, des enjeux cognitifs et techniques, avec la montée en puissance de tout ce qui relève du numérique, mais aussi, désormais, de plus en plus, c'est peut-être d'approche beaucoup plus qualitative, qui viennent mobiliser des notions émergentes comme la sérendipité, par exemple. Et puis, évidemment, des enjeux organisationnels pour savoir qui est légitime, comment cela procède et comment cela percole sur les territoires. Autant de questions qui montrent que le diagnostic est partie prenante de ce rouage de l'action, même si, encore une fois, on peut dissocier les choses entre connaissance et action territoriale, et c'est là, à mon sens, un des enjeux importants. Une petite image pour montrer que, en fait, le débat sur le diagnostic des territoires, lorsqu'on fait la courbe de fréquence cumulée de la production de diagnostics sur quelques intercommunalités, je rappelle au passage que ce travail n'aurait pas pu exister sans un vrai partenariat avec la DGCF,
dont je ne fais pas de doute que s'il y a d'autres séminaires, ils seront éventuellement intéressés pour aussi être partisans de la discussion. En fait, la production de diagnostics semble effectivement toujours récurrente, mais elle est récurrente avec arythmie. L'arythmie venant de l'évolution des cadres de l'action publique, on a des vagues de réforme, entre guillemets, ou d'invitation à produire de la connaissance. Et pour avoir questionné la mécanique de ce pourquoi les diagnostics existaient dans la production de l'action, lorsqu'on va à l'Assemblée nationale et qu'on essaie de savoir dans les commissions comment ça s'opère, on se rend compte que finalement le diagnostic n'est que peu remis en question parce que faisant partie du patrimoine, entre guillemets, de la fabrication de l'action publique. Donc il y a un chemin d'indépendance là qui est presque désormais, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on veuille questionner, voire abandonner le diagnostic, ça ne fait pas partie du tout ni de l'ambition, ni de la manière dont on fabrique la loi, qui, elle, incidemment, dit à partir du moment où on invente un truc, et ben, préalablement, il faut pouvoir se doter de moyens d'observer ou de connaître. C'est même une manière de dire l'accompagnement des territoires vu de l'État pour le bien des territoires et pour répondre à cette capacité d'intégrer l'ensemble de ce que le législateur a souhaité pouvoir faire pour le bien des territoires. Donc là, on comprend mieux la mécanique et le chemin d'indépendance. Ce qui m'a mené à dire, lorsqu'on essaie de chiffrer ça, alors c'est jamais très c'est toujours un peu délicat, mais de nous amener à dire que finalement, plus la moitié largement, enfin c'est quasiment 3/4 des diagnostics, lorsqu'on observe un peu sur une cohorte, une centaine de diagnostics, sont en fait le fruit de la demande de l'État pour les territoires de produire de la connaissance. Donc en gros, les PLH, les PDU, les PLUI, enfin, vous prenez tous les registres de l'action publique, et ben ça vient d'un texte qui invite à. Donc avec ces manières de faire parfois, ces bonnes méthodes, et ainsi de suite. L'arythmie tient aussi à la question des agendas électoraux. On a dit en gros à chaque nouvel exécutif, nouvelle connaissance territoriale, il faut permettre l'acculturation et la capacité, même si les élus ont le sentiment de trop ou parfaitement connaître leur territoire, de pouvoir leur dire autrement le territoire que par leur sensibilité, qui est aussi une manière d'apprendre les territoires. Donc ça procède de cette explication-là du rythme, des pulsations de la production de connaissances. Et donc, comme je le disais, en fait, l'État, ou le service de l'État, sont évidemment porteurs de la production de méthodologie de connaissances, d'où le fait de louer cet exercice-là de réflexion sur le sens des diagnostics et la manière dont il est porté pour faire action publique. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors sans rentrer dans le détail, là pareil, il y a quelques éléments qui ont été ressortis. Je souhaitais un peu essayer de dire qu'est-ce que les collectivités nous racontent de ce pourquoi le diagnostic est mobilisé ou utilisé. C'est peut-être un truisme, mais la première chose, c'est pour objectiver la connaissance territoriale. Lorsqu'il y a invitation assez récurrente à l'élargissement des mailles territoriales par le jeu des recompositions, mécaniquement, ça entraîne aussi un besoin, le sentiment d'un besoin de se redire ce qu'est le territoire. Et donc, comme on discutait tout à l'heure avec mon collègue, c'est que le diagnostic de territoire est un moyen de territorialiser. C'est un acte de la territorialisation, de se mettre en récit, de se dire ce que sont les choses. Donc une nécessité d'objectiver et d'avoir le sentiment de devoir appréhender qui plus est dans un monde et des registres sociétaux qui sont de plus en plus complexes. Le deuxième fonction ou usage ou qualité qui est derrière le diagnostic, c'est sa capacité à pouvoir permettre la mise en débat du projet ou de la stratégie. Ça a été parfaitement rappelé. Le PADD invite à dire ce qu'est le projet d'un territoire et cette production du projet dans le cadre des SCOT ou des PLUI par exemple.
est une des traductions ou une des manières de dire ce à quoi sert le diagnostic. Donc on a le sentiment que par cet exercice-là, on permet de se penser plus stratégique, mieux organisé et de dire les horizons. Et donc la traduction presque naturelle de cette manière de se penser, c'est la déclinaison en action ou en axe prioritaire d'intervention. Donc là aussi, on est dans une fabrication assez régalienne de la façon de considérer la bonne manière d'agir sur le territoire. Et donc enfin, le tout en se confortant dans la pratique en disant qu'on essaie de faire au mieux. Donc c'est ce que montrent ces petites boucles-là. Et on a mis en bas un petit graphisme qui essaie de dire que en fait, le diagnostic est d'abord mobilisé pour des raisons de reconnaissance territoriale, de meilleure compréhension dynamique et pour aider à la décision. Mais vous voyez qu'il y a aussi deux points qui apparaissent en disant le diagnostic sert aussi à l'évaluation, à la prospective. Alors là, c'est assez nouveau. On se dit, tiens, voilà quelque chose d'intéressant. Ça permet de se re-questionner sur la bonne manière de faire et puis éventuellement se projeter. La réalité, c'est qu'en fait, dans les mots, il y a une convocation de ces dimensions. Dans les réalités, je ne veux pas trancher, mais dire on est souvent dans un discours un peu performatif, mais la réalité, elle est un peu en deçà dans l'exercice de diagnostic. Alors, ce que on essaie de questionner, c'est le caractère opérationnel, ou c'est la perspective opérationnelle du diagnostic. Et lorsqu'on interviewe les collectivités, en fait, ils nous disent assez fréquemment que, effectivement, donc là, ça rejoint pour le coup pleinement les propos d'Emmanuel, c'est de dire le diagnostic sympa, mais ça nous, finalement, c'est l'exercice un peu obligatoire. Objet qui finalement nous casse presque un peu les pieds, mais qui nous convient faute d'autre chose. Donc du coup, on y trouve effectivement un caractère trop descriptif, pas assez analytique et résolument pas suffisamment porté vers l'action. Même si le fait de ne pas être nécessairement porté vers l'action est pour beaucoup aussi vertueux, au sens où ça permet de différer, ça permet de ne pas se précipiter, ça permet de l'alibi, ça permet plein de choses que l'on ne voit pas nécessairement dans le caractère objectivant du diagnostic, a priori, lorsqu'il s'agit simplement de décrire les qualités ou défauts ou les mots d'un territoire, pour reprendre l'expression consacrée tout à l'heure. Donc du coup, ce vers quoi, par contre, quels sont les horizons souhaités quant à la question du diagnostic? Donc les acteurs finalement remettent assez peu en cause la question du diagnostic en tant que tel, mais par contre envisagent bien sa capacité d'évolution vers justement cette dimension plus opérationnelle, et puis chose qui est assez notable, dans une perspective de pouvoir être davantage dans une connaissance partagée. Alors, connaissance partagée eu égard au rétrécissement éventuel des moyens, moins en investissement qu'en fonctionnement. Donc, nécessairement, il faut pouvoir réinventer des modèles qui permettent de faire en sorte que chacun puisse apporter une contribution partagée, ce qui n'est pas nécessairement simple d'ailleurs. Et en même temps, une connaissance partagée entre types de publics, considérant que les élus sont souvent très, très éloignés de la production de cette connaissance. Donc, du coup, relativement une faible appropriation. Donc s'il s'agit de faire en sorte qu'ils s'approprient mieux ces éléments pour pouvoir les mettre en débat, voire les objectiver, et bien ça requiert éventuellement de les intégrer dans ce système de production. Et puis l'autre volet, c'est effectivement tout ce qui relève de la dimension citoyenne a été globalement, j'y vais encore là à la serpe ou à la hache, dire relativement mise à l'écart de la production, sauf dans des exercices qui effectivement, ou des territoires de type parcs naturels régionaux, dans le schéma des contrats globaux de développement, mais dont aujourd'hui on peut se questionner sur leur existence renouvelée ou pas. Donc là, il y a un vrai débat sur la question de la participation à la production et à la pensée de l'action. Donc on voit quand même qu'il y a un relatif glissement, c'est ce que j'ai essayé de mettre là, d'une manière d'être un peu dans le monitoring, c'est-à-dire dans l'observation et de la production de connaissances pour suivre, pour dire un peu les cadres, avec derrière des organismes bien connus et reconnus dans leur capacité à dire ce qu'est le territoire en tout lieu, en tout temps, de façon parfaitement équitable, équilibrée.
mais qui ne dit pas tout non plus des aspérités, des creux, des bosses, des trous, des manques. Et là, donc, on est plutôt dans des démarches plus qualitatives, voire qui utilisent du numérique et de la connaissance citoyenne. Et j'en viens à la dernière image pour laisser place au débat. Donc du coup, j'ai fait un glissement en disant le diagnostic, il est quand même très, très largement reconnu comme pouvant être amélioré, vertueux, que sa recrudescence et sa capacité à toujours être remis sur la table questionne aussi. Et il y a donc désormais évidemment des réflexions, notamment dans le cadre des schémas régionaux de développement, d'innovation. Je vais oublier quelque chose, voilà, merci. Et à la faveur des SRADET, un questionnement sur l'innovation territoriale et la façon dont la connaissance territoriale est susceptible de pouvoir participer à cette innovation en termes d'organisation, mais aussi en termes de démarche. Donc il y a des régions qui sont emparées de la chose, et ce qui nous amène à essayer d'inventer cette espèce de figure un peu Colgotte, là, qui essaie de mettre en discussion ce qu'on essaie de mettre en débat, des systèmes de connaissances territoriaux qui disent la légitimité de chacun des acteurs dans leur domaine à pouvoir dire ce que sont les préoccupations du territoire, qui essaie aussi de ne pas opposer système de connaissances, je veux dire, régalien, plutôt basé sur des données quantitatives, mais aussi d'autres formes de connaissances beaucoup plus organisées de façon réticulaire, sporadique, spontanée, et tout ça, et de dire que les choses ne sont pas nécessairement en opposition, mais sont susceptibles de participer de mêmes ambitions territoriales, à même de pouvoir essayer de lier l'idée d'égalité, mais aussi l'idée de spécificité territoriale. Alors ça renvoie à la question de qui là-dedans, donc la gouvernance, et les petits schémas qui sont en haut à gauche, où on essaie d'identifier qui travaille sur quoi, autour de bubules, machin, et comment ils travaillent, est-ce qu'ils se connaissent pas, qu'est-ce qu'ils fabriquent. L'autre sphère travaille sur les outils, avec parfois des serveurs particulièrement développés, très bien identifiés, et puis des choses beaucoup plus informelles, mais lorsqu'on prend le temps d'essayer de décrypter, on s'aperçoit qu'il y a une très grande richesse, et une capacité organisationnelle aussi notable, des rapports au territoire aussi qui varient, et puis évidemment des questions scalaires. Moi, je disais... encore hier soir en aparté que en fait, lorsqu'on produit un PLUI, on est à partir de données factuelles sur le besoin de logement, sauf que lorsque je suis samedi sur le terrain, tous les gens me disent votre besoin de logement, je m'en fous éperdument parce que moi ça me fait des bâtiments à côté de chez moi et ça me crée des nuisances. Donc vos préoccupations de loger tout le monde dans la métropole, ben, c'est juste pas ce que l'on veut. Je dis, voilà, on va être un peu embarrassé, on va essayer de travailler comment on essaie de tenir ces deux trucs. Et puis la dimension problématique, alors souvent c'est abordé de façon thématique, comme ça a été justement dit. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on est sur des choses qui sont effectivement thématiques, assez classiques. Le Scott invite à discuter l'économie, le social, l'habitat, mais on voit aussi des questions aujourd'hui qui sont plutôt de l'ordre du relationnel, plutôt de l'ordre du bien-être, donc qui mixe santé, psychologie et environnement, enfin voilà. Voilà pour quelques horizons. J'ai mis un slash avec LL qui signifie en démarche éventuellement de Living Lab, puisqu'on essaie un peu d'observer ça sur la façon dont ça participe de nouvelles manières de... Voilà. Je vous remercie. Pardon, excusez-moi. La parole est ouverte. Il y a une première question. Je vous en prie. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Thomas Guéret, je suis chef de la mission prospective au CGDD, Commissariat Général au Développement Durable. Et donc je vois toutes les paroles qui ont été dites depuis tout à l'heure, parce que j'ai l'impression que à peine en filigrane, en fait, de manière assez explicite, on a la question de la projection dans le temps. Donc c'est ma question finalement, à partir de ce que vous venez de nous présenter, comment est-ce que ces diagnostics alimentent déjà ou peuvent alimenter ou alimentent toujours une réflexion prospective du territoire,
avec peut-être à mettre sur tout de suite en scène les questions de la transition, tout simplement, c'est-à-dire comment est-ce qu'un projet collectif à un horizon donné, avec des objectifs un peu radicaux, un peu de rupture, s'articule autour de ces diagnostics. Merci. Je ne prétends pas avoir une réponse finie sur la question. Alors, un peu, au risque d'être un peu inconvenant, j'ai un peu le sentiment que la prospective a été beaucoup mobilisée il y a une décennie, qu'elle a connu un petit creux au sein des collectivités territoriales. Pour le dire un peu vite, il y a des réseaux qui essaient de s'organiser. Je vois au niveau des métropoles, je vois des personnes là, qui essaient de permettre la mise en débat avec l'association, la DGCF et la DCF, un questionnement régulier sur la prospective des métropoles ou des intercommunalités, mais ce n'est pas d'une évidence totale, y compris pour les élus, pour des raisons un peu triviales. C'est que je vois là en ce moment, la grosse angoisse, c'est de pouvoir répondre à la temporalité de la finalisation de tous les exercices de PLUI avant 2020. Le tout avant les élections. Et en même temps, en montant des projets métropolitains dont les élus seront vraisemblablement pas les porteurs, puisqu'il peut y avoir du changement d'exécutif en horizon 2020. Donc, mener à bien des réflexions prospectives qui sont importantes, nécessaires, mais dont on peut se dire qu'on n'est pas nécessairement le bénéficiaire ou le porteur avéré dans l'action, peut rapidement se poser la question de mais à quoi bon le faire maintenant? D'où l'explication de l'arythmie qui peut-être, alors j'ai pas vérifié, mais qui peut-être aussi vaut aussi pour les exercices prospectifs en lien avec les diagnostics de territoire. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y ait pas de réflexion prospective. Moi, j'en vois gens qui se déploient ou développent. Dire le lien mécanique entre diagnostic et prospective, comme ça, là, on a tendance à dire ça paraît naturel. Et c'est souvent la vertu qu'on voit au diagnostic, c'est de pouvoir permettre cette mise en débat. De là à ce que ça se fasse assez systématiquement, je pense que c'est pas aussi facile que ça, en fait. Et que, alors, l'exercice mené ou conduit par l'État ou les services de l'État qui impulsent ça permet de dépasser cette dimension, on va dire, ce calendrier électoral, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, voilà, et ça, je pense que du coup, c'est quand même bien que l'État puisse permettre cette assurance du dépassement de l'agenda un peu. C'est un peu mon sentiment. Très rapidement, je ne posais pas la question pour avoir une réponse toute bouclée, hein, parce qu'évidemment c'est plutôt un champ de réflexion que je livre plutôt à l'ensemble de la réunion d'ailleurs. Maintenant, peut-être juste une chose, c'est par rapport à cette urgence de boucler des exercices, c'est exactement ce qu'on a comme retour aussi des régions, avec à la fois les fusions de régions, les fusions de documents, avec les SRADET maintenant, qui mettent la région en première ligne avec il n'y a plus cette co-responsabilité avec l'État de ces documents de programmation, on pourrait dire. Mais alors du coup, ça fait des choses qui sont absolument impossibles à tenir, et probablement la première version des SRADET va être un peu du raboutage de choses en dernière minute et avec peu de vision vraiment réellement stratégique et réellement prospective. Peut-être que justement on a moyen de préparer le coup d'après. C'est un petit peu ça la prospective finalement, hein, c'est qu'on ne peut pas être proactif sur l'horizon de quelques années, il faut être plutôt dans la préparation de choses sur le plus long terme. À ce titre, je pense que ça répond un peu à la problématique que vous avez dressée. Merci. Vas-y, Thibaut. J'aurais une question aussi, qui paraît quelque chose qui est relativement ouvert, mais je profite un petit peu, vous m'entendez suffisamment bien? Je profite juste de votre double
double statut d'une certaine manière pour poser peut-être la question de l'acteur pertinent justement pour dépasser d'une certaine manière cette arythmie due à des rythmes électoraux ou d'autres rythmes réglementaires. Quels seraient finalement ou quels sont les différents acteurs qui ont un intérêt ou des intérêts justement à maintenir ce type de prospective, ce type d'analyse, ce type d'intervention, qui seront toujours là en fait dans 5 ans, d'une certaine manière, pour pouvoir dépasser ça. Et est-ce que justement il y a peut-être des relais à trouver et peut-être une identification spécifique à voir justement par rapport à cette question du temps qui sera abordée de manière différente. Et là, je ne sais pas si vous en avez une autre J'ai une proposition de réponse qui vaut ce qu'elle vaut, c'est que lorsqu'on a travaillé, et je fais référence à notre exercice, lorsqu'on a travaillé dans le cadre de PopSu, avec Alain Bourdin sur les questions de fragilité urbaine ou fragilité métropolitaine, on a mis avec Alain en évidence le fait que toute construction métropolitaine, et Fabrice Escafre aussi à Toulouse, je crois, partage cette idée, que toute construction métropolitaine ravivait éminemment la question du référentiel territorial qui est, ce qu'on a dénommé, nous, en disant, qui est micropolitain. Là où il y a débat micropolitain, les gens se voient dans une vie, dans un quartier, dans un micro-espace, quoi que ce soit, et sont susceptibles de pouvoir dépasser largement les horizons politiques ou se servir des horizons politiques pour dire nous ce qui nous intéresse, c'est ces rapports-là alors, je fais gaffe, je sais pas dire au territoire ou aux espaces, je mets les deux, comme ça je suis peinard. Et donc en fait les acteurs en présence ici, qu'ils soient permanents ou mouvants, hein, moi je vois les associations de quartier, il y a des nouveaux habitants qui sont très très investis, comme des anciennes qui sont là depuis 30 ans et qui eux transcendent justement ces questions de dimension électorale, des choses comme ça, et qui nous racontent d'autres rapports aux temporalités et au territoire. C'est d'ailleurs parfois pas plus simple à mettre en discussion pour faire justement comprendre les enjeux aux différentes échelles. Mais pour moi, c'est là une des réponses. C'est-à-dire, peut-être qu'il faut se réintéresser, si on l'avait oublié, à des rapports à la connaissance qui embarquent ou qui prennent en considération aussi ces rapports sensibles, fonctionnels et fonctionnels au micropolitain. Voilà. Oui, micropolitain, c'est intéressant. C'est un concept, ou c'est un terme dans la conversation, parce que j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est ça le sens que vous lui donnez, mais que c'est la question de savoir si des échelons infralocaux, finalement, donc qui ne permettent pas l'organisation d'une société, c'est-à-dire qui ne disposent pas d'éléments d'autonomie suffisants pour qu'il puisse y avoir des stratégies sociétales de société locale, seraient en fait dominants dans les représentations, dans les imaginaires des habitants. Est-ce que j'ai compris correctement ? Oui. En fait, ce qu'on questionnait, c'est que ce soit pour Toulouse, que ce soit pour Toulon, par exemple, on dit tout le monde a son phare. Tout le monde reconnaît la nécessité d'une métropole de l'ère toulonnaise. Et en même temps, tout le monde est de chez soi, et de son quartier, de son pré. Donc, lorsque la métropole produit de l'infrastructure particulièrement importante, produit du grand projet urbain, là, ça frotte, parce que l'intérêt presque localiste, mais qui n'est pas hors métropole, mais qui est aussi dans la métropole. C'est ce que dit aussi Alain Faure, lorsqu'il interroge les élus, il dit c'est le caractère ilien. C'est-à-dire qu'en gros, on va dénigrer potentiellement l'intercommunalité
pour jouer presque plus local que local, mais en même temps, on n'est pas complètement autiste sur le fait que c'est le dénigrer presque dans une posture, sachant qu'on est dedans. C'est aussi une manière, moi ce que je disais à la fin, on débattait là-dessus, je dis non, moi je pense que c'est plutôt une manière de dire comment on veut être acteur de la métropole en revendiquant ce caractère micropolitain dans lesquels les gens, je pense, se reconnaissent tout ou partie. Même si on dit il n'y a plus de frontières, dans la journée on peut faire 3 fois le tour de toutes les métropoles françaises et internationales, blablabla, le numérique nous... Ouais, ok, mais quand même. Voilà. Une question? Je vous en prie. C'est plus une remarque, et peut-être plus d'ailleurs suite à l'intervention d'Emmanuel Dupont tout à l'heure. Je crois qu'une des raisons qui font que le diagnostic territorial a du succès, et un succès durable, et auprès d'un petit peu tout le monde, c'est sans doute qu'il est considéré comme pouvant réduire l'incertitude. Or, nous sommes dans des sociétés qui sont en demande très forte de réduction de l'incertitude. Et quand je parle de réduction de l'incertitude, je veux dire que quand on réalise un diagnostic, on réduit l'incertitude, peut-être. Mais à coup sûr, on montre qu'on cherche à réduire l'incertitude. Ah oui. Et là, il y a là sans doute une des raisons du succès de ce type de pratique, que ça vienne du haut, du bas, du milieu, un petit peu de tout ça à la fois. Et puis la deuxième chose, me semble-t-il aussi, c'est que le diagnostic, il est en mesure de réintroduire de la cohérence. À tort ou à raison, mais en tout cas, a priori, c'est une de ces missions, particulièrement en France. Particulièrement en France, dans un schéma de très très grande complexité de la décision territoriale. Du coup, pour éviter l'éclatement, pour éviter ce que les journalistes appellent parfois le millefeuille, qui poserait problème, qui pose sans doute problème, le diagnostic aurait cette vertu de remettre tout le monde autour de la table, a priori, d'échanger, de vérifier qu'on met les mêmes significations sur les mêmes mots, ou pas exactement les mêmes significations sur les mêmes mots, ça a été dit, rappelé tout à l'heure, fort justement. Et je pense que cette double dimension de la réduction de l'incertitude d'une part, et de la réintroduction un peu a posteriori de cohérence dans finalement la réflexion et au-delà de la décision territoriale, ça me semble être deux éléments qui peuvent effectivement rendre compte de ce succès malgré tout. Et à la question que vous posiez, en gros, faut-il sauver le soldat diagnostic territorial, je crois qu'il y a quand même ces quelques éléments de réponse qui iraient dans ce sens-là, parce que, effectivement, il y a là des éléments qui rassurent et qui remettent de la cohérence et de l'ordre. Ouais. Moi, je partage complètement cette impression. La question, c'est que je pense qu'il y a une dimension de réassurance recherchée dans le diagnostic, mais qui n'apporte pas, paradoxalement. Et je pense que c'est une fuite en avant. Et ce qui serait, à mon avis, important, c'est de voir c'est quoi cette incertitude qu'on veut résorber, en fait. Est-ce que c'est le fait tout simplement de perdre le contrôle, enfin voilà. Et je pense que je comprends bien effectivement cette volonté de réduire l'incertitude. Je ne suis pas sûr que il y parvienne du tout. Et du coup, accumulation de voilà. Mais effectivement, faudrait qu'on travaille sur justement cette incertitude-là. Qu'est-ce qui est anxiogène dans cette affaire? Et pour moi, ça renvoie beaucoup à la question du politique, et vous avez raison, cette fragmentation est importante. Juste, en fait, je souscris à ce que vous disiez sur la vertu assurantielle de l'exercice, en tout cas, de la conduite de l'exercice, même si je partage le fait que ça soit pas nécessairement avéré. Pour moi, les raisons, elles ont été aussi partiellement évoquées. C'est la question de la temporalité, et c'est aussi, je crois, la question de la capacité à pouvoir être appropriable par tous et pour tous. Je donne des exemples. Moi, je trouve qu'il y a des productions qui sont admirables de technicité, de précision, de justesse, d'analyse, sauf que personne ne les connaît.
Donc lorsque vous venez dire, je vais vous expliquer ce qui est la bonne manière de vivre la métropole demain, au prisme de l'analyse multiscalaire, toutes les ACP possibles et imaginables qui montrent que... Et les gens me disent, mais vous êtes gentils, sauf que nous, on n'est jamais venu nous demander ce qu'on en pensait. Et ça arrive comme ça, boum, le lendemain, et c'est la règle. Donc là, enfin, ça a été dit beaucoup dans le travail qu'on a conduit, c'est que le caractère vertueux est effectif, mais l'atterrissage est souvent pas tout à fait réussi. On a dit, dans l'idéal, il faudrait qu'il y ait un diagnostic qui soit appropriable, mis en discussion. Sauf que ce temps-là, il n'existe pas dans le temps de la procédure. Monsieur Faburel. Juste pour rebondir sur ce que disait Emmanuel, c'est la réassurance de qui? C'est la réassurance des habitants qui se sentent déliés du politique, c'est la réassurance des métiers qui, dans le rapport au territoire, ont vu quand même leurs compétences en relative muter sur les dernières années. Et c'est pas que de l'anxiété, c'est pas une pathologie collective qu'on aurait tous. Grosso modo, l'incertain gouverne l'ensemble des métiers aujourd'hui, donc j'invite quand même à réfléchir sur en quoi les métiers aujourd'hui se posent des questions d'incertitude radicale. Voilà. Et du coup, la réassurance, elle pèse sur qui? Je crois qu'il y a une double contrainte, il y a un effet ciseau. Il y a à la fois réassurer des métiers et en même temps faire droit à des demandes passionnelles d'habitants qui souhaiteraient dans le micropolitain éventuellement s'investir. Et c'est ça qui, en fait, crée indéniablement un problème, parce qu'en fait, les référentiels de métiers n'ont pas été constitués à l'échelle micro-locale. Et dans le même temps, les habitants, eux, aimeraient avoir des marottes ou des passions exprimées dans les diagnostics. Les deux croisés, ça donne, pour moi, une injonction paradoxale au métier, quoi. Donc la réassurance, c'est dans quel cadre de pensée, dans quel référentiel et quel public il faudrait réassurer. Moi, je voudrais dire quelque chose. Joseph, oui. Mon visa français. Moi, je pense que c'est très important de Pardon, faire... Joseph, je le dis pour tout le monde, quand vous prenez la parole pour la première fois, vous pouvez vous présenter juste en un mot. Je suis Joseph, je suis artiste visuel. Je ne comprends pas tout à fait les langues techniques que vous parlez, mais après, je vais expliquer quelque chose de mon travail et je connais un peu les processus de diagnostic pour intervenir dans un terrain, peut-être en façon différente que vous, mais je pense que pour ces moments-là, qu'on travaille dans un contexte très complexe comme on est maintenant, je pense qu'on ne peut pas travailler dans un contexte sans penser qu'on travaille dans un contexte que tout le temps, il va y avoir des personnes, il y a pas beaucoup des autres choses, mais surtout des personnes, et que je pense qu'il faut tenir en compte les personnes et que l'architecte il ne peut pas faire plus la spéculation de qu'est-ce qu'il croit qu'il peut aller à faire tout seul avec les techniciens. Il doit s'approcher à les personnes pour savoir qu'est-ce qu'il a besoin. Avec les techniciens arriver et avec les architectes à négocier des choses. Et à partir de ça, peut-être il peut s'approcher à une chose qu'il peut être plus plural parce que les interventions dans les territoires, il y a beaucoup de territoires possibles parce qu'on ne peut pas penser seulement les territoires comme la terre maintenant. On ne peut pas oublier les territoires des médias, de beaucoup de territoires qui passent dans la même chose. Si on pense seulement dans les territoires sur la terre, on est complètement mort. On est dans le siècle XV. Je pense qu'il continue à parler maintenant, comme jusqu'à maintenant, on est vraiment dans le siècle, je ne sais pas, 18, mais pas dans le présent. Alors, et Maslow, il est déjà mort. Il n'y a pas un idéal de vie pour tout le monde similaire. On est dans une vie différente pour chacun
les personnes. Alors, il faut beaucoup écouter, ajuster les besoins qu'on est, les choses qu'on a besoin. Et à partir de ça, construire. Sûrement, on a besoin, pour les politiciens, convaincre, on a besoin de convaincre que le temps de processus de réalisation en construction, c'est plus long, parce que le processus, c'est plus long dès le début. Mais après, quand tu le fais, c'est plus court. Mais on ne peut pas continuer jusqu'à comme maintenant, qu'on pense en chose, que l'architecte y croit en subjectivité et il la marque. Je pense qu'il doit recevoir l'information, il doit créer une subjectivité et il doit créer une intersubjectivité où la personne qui va habiter, il peut trouver son espace subjectif aussi. Je sais pas, je m'explique.